Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme, ce que je vous avais annoncé précédemment, un petit débrief de mi-saison sur ce qui se passe à l'heure actuelle au club. Déjà, je tiens à m'excuser parce que il y a des travaux derrière moi. Voilà, je ne sais pas si ça va s'entendre, mais j'espère pas. En tout cas, j'ai pas trop le choix, sinon je ne tournerai jamais cette vidéo. Donc voilà, au programme, donc on va revenir un petit peu sur l'ensemble des joueurs de l'équipe, ce qui va pas. Pour certains, ce qui ne va pas, seulement ce qui ne va pas, et d'autres pour ce qui va très bien, et qui sont les seuls à bien aller. Vous verrez, et puis ensuite on fera un petit tour sur le club de façon générale, la tactique, ce qui se passe, où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle, Allegri, tout ça. Voilà, donc deux parties, une petite conclusion. J'ai l'impression d'être en partiel et de faire un petit plan, voilà, pour une disserte, mais bon, c'est pas le cas, fort heureusement. Revenons donc sur les gardiens pour commencer avec Mike Maignan. On va commencer cette vidéo sur lui. Une très belle performance de manière générale depuis le début de saison. On est sur 13 buts concédés, certes, avec un total de 8 clean sheets sur 16 matchs joués. Il a été blessé une seule fois, c'était face à l'Udinese le 20 septembre. Voilà, un total de 40% des pénaltys arrêtés, soit quasiment 1 sur 2. C'est quand même pas mal pour un gardien. Bon, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est difficile de faire mieux sur le marché. Donc dans l'ensemble de très bonnes stats, voilà, Maignan reste toujours un super gardien. Et Milan va essayer de le prolonger. Il y a eu j'ai vu passer des choses qui indiquent que Allegri veut prolonger Maignan, que Maignan n'est plus aussi fermé qu'auparavant, et que les négociations devraient reprendre et qu'il y a de l'espoir des deux côtés. Donc c'est une bonne chose, surtout qu'à l'heure actuelle, qui c'est qu'on pourrait prendre ? C'est une bonne question. Je vous invite, si jamais ça vous intéresse, je vous renvoie sur la vidéo qu'on avait fait au sujet de qui pour remplacer Maignan, mais peut-être qu'elle ne sera plus d'actualité. En tout cas, je l'espère, si Maignan reste, ce qui serait quand même globalement une bonne chose. Il est évalué donc à 25 millions, ce qui est quand même 20 millions de moins qu'il y a 2 ans, mais ça reste quand même un gardien très fiable sur le marché, et on est bien content qu'il soit à la maison, sachant qu'il se blesse bien moins cette saison que les saisons passées, ce qui est plutôt pas mal. Pietro Terracciano, notre gardien remplaçant, une signature que je juge inutile, voilà, surtout quand on a Lorenzo Toriani qui attend d'être lancé et qui montre toujours de très belles choses, comme je le dis toujours. Voilà, il est jeune et je ne dis pas que l'avenir repose sur lui, mais ça pourrait être un jeune à qui on devrait faire confiance, et on l'a fait avec certains, et ça a marché. Alors, moi je dis que c'est un pari à faire. Si le même Maignan venait à partir, justement, Toriani pourrait être une idée. Pietro Terracciano, voilà, très rarement titulaire, mais les quelques matchs qu'il a fait, principalement en pré-saison, étaient pas terribles, j'ai trouvé. Sportiello faisait mieux. Voilà, vendre l'un pour récupérer l'autre, c'était idiot, sachant qu'on avait Toriani en remplaçant, on n'avait pas besoin d'en reprendre un. Il est estimé à 1 million d'euros seulement à l'heure actuelle. Bon, de toute façon, il n'a jamais été évalué énorme, je crois que son maximum c'était 2,5 millions, un truc comme ça. Mais voilà, Terracciano, pas fou, voilà, pas très rassurant même, honnêtement. Les quelques fois où il avait le ballon entre les pieds, ouais, j'étais pas rassuré, ça je l'avais dit justement dans les analyses des matchs de pré-saison. J'étais vraiment pas hypé par lui, et j'ai bien raison, donc bon. Voilà, un petit peu déçu, c'est pour moi une signature inutile. Passons maintenant à nos défenseurs. Fikayo Tomori, messieurs, dames. Imparable depuis le début de saison. Vraiment de super matchs. Excellent en défense. C'est le retour du Tomori Prime 2023. C'est plutôt positif, honnêtement, on va pas se mentir. 2 passes décisives d'ailleurs au cours des derniers matchs. Il a été bench 2 fois face à Parme et à Pise. 2 matchs qu'on a fait nuls d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation ? Je ne sais pas. Mais Tomori, voilà, est de retour en étant plutôt bon. Ça fait plaisir, lui qui avait fait une saison pas terrible la saison précédente, justement. Celle d'avant, c'était pas fou non plus. Là, voilà, c'est quand même plutôt correct. Donc ça fait plaisir.
Il est évalué à 20 millions d'euros, il fait le boulot, il est très important au vu de son apport sur le terrain depuis fin août. Donc voilà, je pense qu'on peut dire qu'on est satisfait de sa presta et j'espère qu'il va continuer comme ça. Matteo Gabbia, vrai guerrier, voilà, sur et en dehors du terrain, ça on le voit, on l'a vu. Sa valeur marchande, elle a explosé depuis son retour de Villarreal. Bon, c'est pas non plus tétanisant, hein, on n'est pas sur un défenseur world class comme on dit, mais depuis son retour de Villarreal, voilà, il est passé de 4 millions d'euros à 20 millions d'euros. Voilà, ce qui est plutôt correct, on va pas se mentir, pour un joueur comme Gabbia qui était un petit peu inconnu du grand public ces quelques années précédentes. Voilà, il a joué tous les matchs quasiment, toutes les minutes quasiment, et il a fait le boulot, voilà, avec Tomori. Pas grand chose à dire en ce début de saison pour notre cher Matteo Gabbia. Strahinja Pavlovic, lui aussi, parlons-en, un énorme guerrier qui n'hésite pas à monter pour apporter son soutien en attaque, avec notamment 2 buts et une passe D au cours des derniers matchs. Voilà. Allegri en a fait un monstre en défense et son envie de pousser l'attaque est exceptionnelle, donc ça c'est vachement cool. Voilà, lui qui depuis la saison précédente était pas loin d'être folle, hein, même très très naze. Combien de fois je l'ai insulté. Là, depuis le début de saison, voilà, il est chaud et ça fait plaisir. Peut-être que c'est le fait d'être dans une défense à 3 qu'il est un peu plus à l'aise, d'être accompagné par Tomori et par Gabbia. Ils sont pas que 2. Je pense que ça aide au trio, justement. Se dire que Gabbia, l'année dernière, était le seul qui s'en sortait plutôt pas mal. Et là, Tomori et Pavlovic se révèlent un petit peu. Je pense que c'est le fait d'être à 3, de jouer justement à 3 derrière, que ça doit leur faire du bien. Ils ont peut-être moins cette peur en eux. Et ça se ressent. En tout cas, si c'est ça, ça se ressent. Voilà, sa valeur marchande est montée à 28 millions à l'heure actuelle, soit 10 millions de plus qu'au mois de juin. Comme quoi, en peu de temps, hein, ça peut faire des miracles. Pervis et Stupinian, très mauvais depuis le début de la saison. Vous pouvez tuer l'homme mais pas l'idée, comme on dit. Emerson Royal était pareil. Voilà, c'était pas mal au tout début, hein, dans les 2 premiers matchs, on va dire. On s'est dit pourquoi pas, ça peut le faire. En fait, pas du tout. Pas du tout. Il apporte rien. En fait, voilà, ce que je disais tout à l'heure avec Tomori et Pavlovic, on dirait il a peur. Et ça s'illustre notamment par sa perte de valeur, passant de 22 millions lors de sa signature, là, au mois de juillet, à 14 millions à l'heure actuelle. Voilà, dommage, parce que il était bon, hein, avec Brighton. Surtout que c'était de l'APL en plus, c'était quand même un autre niveau. Mais au final, la plus mauvaise version de Théo Hernandez fracasse le Pervis et Stupinian actuel. Et bon, c'est un petit peu dommage, surtout que Théo se serait amusé, je pense, avec un 3-5-2 comme Allegri fait. Donc c'est un petit peu dommage, voilà, qu'il soit parti, mais surtout pour troquer Stupinian à la place. 8 matchs joués, voilà, une passe D malgré son poste de piston. Il a loupé 3 matchs de Serie A parce qu'il était sur le banc, 3 parce qu'il était blessé, 1 pour carton rouge, et puis voilà, même c'est pas fou, voilà. Très déçu de lui, c'était pourtant un bon investissement au départ. Je me suis dit pourquoi pas, on l'a pas acheté excessivement cher, il montait des belles choses en PL, mais non, au final c'est vraiment pas terrible. Donc très déçu de Pervis et Stupinian dans cette première moitié de saison. L'autre piston, cependant, quel homme, Alexis Selmakers, de par son apport sur le terrain, ses récupérations de ballon, son apport offensif, avec notamment 2 buts et 3 passes D, et 1 but en Coppa Italia d'ailleurs, il s'est complètement réveillé. Voilà, c'est devenu un autre homme. Quand il joue à son poste de piston, là c'est bien. Parce qu'avec Pioli, il jouait vraiment ailier, il jouait beaucoup plus haut, et là il joue vraiment piston et il se révèle. Voilà, c'est nickel. Il est vraiment bon, content de l'avoir prolongé d'ailleurs, s'il continue comme ça. Il est évalué à l'heure actuelle donc à 25 millions et pour l'instant il casse tout. Voilà, je suis vraiment très satisfait de ses performances. Si on compare avec Stupinian, il est moins bon sur la défense, logique. Stupinian est à l'origine défenseur quand même, mais il le tabasse sur l'apport offensif et dans le jeu de façon générale, ce qui est plutôt une bonne chose pour un piston, honnêtement. Mais voilà, vraiment très content de Selmakers. Finalement, c'était un pari, et c'est un pari qui a fonctionné, le fait de le ramener, de le conserver. Il a été envoyé en prêt à Bologne, ensuite il a été envoyé en prêt à la Roma. Finalement, on s'est dit, tiens, on va le garder. Et moi, c'est vrai que dès le départ, je me suis dit, si on le garde, pourquoi pas.
il n'a pas fait de la merde à Bologne et à Rome. On pourrait peut-être en faire quelque chose. Et finalement, ceux qui ont pensé ça ont eu raison, et ça s'est démontré justement. Cette première moitié de saison, c'est énorme ce qu'il nous propose. Davide Bartesaghi, voilà, le petit jeune qui a bench Pervis Estupiñán. Ce gamin est juste trop fort. Voilà, 19 ans, il est évalué à 18 millions d'euros. Il y a visiblement des clubs de PL qui sont intéressés par lui, et j'espère qu'il ne quittera pas de sitôt. Voilà, 2 buts, une passe D en Coppa Italia d'ailleurs. Il se gêne pas pour attaquer, voilà, il se bat pour le ballon et ça se ressent. C'est vraiment un très très bon joueur et un grand joueur en devenir, je pense. Comme j'avais dit sur un TikTok, je m'attendais à ce qu'il nous fasse une Simic ou une Colombo, une Lazetic, peu importe, enfin un espoir qui part dans un petit club ou dans un petit championnat et au final qu'on reverra pas, comme Simic qui était parti à Anderlecht, je crois, où justement on s'était dit tiens, lui il va peut-être faire quelque chose de grand. Au final non, il a été envoyé là-bas. Colombo pareil, il a un petit peu disparu, Lazetic de même, et au final voilà, Bartesaghi est le seul à être resté finalement. Il y avait tous les Eroli aussi, Camarda notamment aussi. Camarda qui est toujours un espoir qui revienne. Et voilà, au final, il a su s'adapter et il doit être titulaire indiscutable avec les A. Il doit prendre la place d'Estupiñán, ça c'est sûr. Il a été aligné avec Cagliari justement, je crois, en défenseur central aux côtés de Tomori et de Gabia ou de Pavlovic. Je sais plus qui avait démarré. J'ai un doute, mais je crois que Bartesaghi avait démarré en tant que défenseur central. Et puisque Estupiñán jouait aussi. Et non, il a fait un bon match. Donc non, franchement, c'est un joueur que j'apprécie. C'est peut-être le nouveau Maldini, c'est le mec qui s'emporte. Mais voilà, je veux dire, il est jeune, il montre de beaux trucs. Il est bon en défenseur central, il est bon sur les ailes. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui, surtout à son âge. Non, c'est toujours quelques petites erreurs par-ci par-là, mais globalement, c'est vraiment très très bon. Connie de Winter, monsieur qui a été recruté là ce mercato, 8 matchs joués, ou 9 matchs joués, j'ai un doute maintenant vu qu'il a joué le match précédent, et ça fait un petit moment que j'ai écrit cette vidéo vu que il y avait beaucoup de choses à faire, donc finalement j'avais pris de l'avance et je pense que du coup il est plus à 8 mais à 9 matchs, aucun but ni passe D, voilà, sa valeur marchande n'a pas bougé. Je vais quand même aller vérifier au cas où, si jamais il n'y a pas eu du changement, hein, entre temps, une info que j'aurais ratée, mais normalement non, parce que je suis un petit peu déçu de Connie de Winter, voilà, qui est évalué à l'heure actuelle donc à 20 millions d'euros. Voilà, non, pas de but, pas de passe D, rien du tout. Les sources n'ont pas changé, voilà. Un petit peu déçu donc par ses performances, on l'a pas vu beaucoup non plus. Il a été titulaire une seule fois et a joué. Non, il n'a pas été titulaire qu'une seule fois. Non, il a été titulaire 2 fois, je crois. Si je dis pas de conneries. Attention, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il a été titulaire 2 fois. Mais voilà, quoi qu'il arrive. Il a joué beaucoup face à Naples, je me rappelle, il avait fait un bon match, très honorable, franchement, je m'étais dit bon, voilà, non, c'est ça qu'on veut voir. Son match face à Sassuolo, il était calamiteux, cela dit, surtout face à Sassuolo, quoi. Genre des promus. Sassuolo n'a jamais été une très grande équipe, surtout encore moins à l'heure actuelle, et il s'est fait manger par l'ensemble des joueurs de Sassuolo, c'était calamiteux. Mais celui face à Cagliari a rattrapé le désastre. Donc, c'est un petit peu mitigé quand même. Globalement, je suis déçu, un petit peu. Après, voilà, il n'y a pas beaucoup de minutes, mais j'avoue que de ce qu'on a vu, ça vend pas trop du rêve. On verra par la suite ce que ça donne. Je pense que c'est un élément à conserver, mais qui sera pas titulaire de sitôt, on va dire. Surtout quand on a des guerriers actuellement dans la défense à 3. C'est difficile d'intégrer un Connie de Winter, mais en remplaçant en fin de match, ça fait l'affaire, on va pas se mentir. Mais voilà, je pense qu'il y a toujours mieux à faire. C'est pas du scam, on savait à quoi s'attendre, enfin moi je savais à quoi m'attendre, j'ai quand même été un petit peu déçu, je pensais qu'il allait faire un petit peu mieux, mais bon. Zachary Atekame. Alors là, non mais, c'est quoi ça? Il y a les murs qui vont s'effondrer ou quoi? Ok, 8 matchs joués. 8 matchs joués, chacun quelques courtes minutes, hein. Bon, un but, le frérot n'a jamais joué plus de 55 minutes dans un match. Beaucoup de fois sur le banc, sans rentrer, 3 matchs manqués d'ailleurs pour blessure, alors que le mec ne joue jamais.
Il a mis un but. Un but, alors, je ne sais pas comment il a fait. Il a tiré du milieu du terrain, le but est rentré. Voilà, franchement, il a été sauvé comme ça, parce que sinon, ses prestations sont quand même globalement calamiteuses. C'est un achat qui sert à rien, parce que Saelmaekers fait l'affaire de Zinzin, tout simplement, et que Atekame est beaucoup trop faible pour la Serie A. Et encore beaucoup trop faible pour être ne serait-ce que titulaire. On passe d'un joueur qui jouait en Suisse avec des stats qui n'étaient pas terribles, qu'on cherche à acclimater à la Serie A, enfin c'est juste impossible. Le gap est beaucoup trop grand. Moi, je pense qu'il n'a pas le niveau pour être à Milan. Après, ce n'est que mon avis. Cela dit, on pourrait l'envoyer avec le Milan de Futuro, comme on l'a fait avec beaucoup, quand même, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, je pense au moins pour qu'il s'acclimate un petit peu à l'Italie, de façon générale. Parce que là, c'est vraiment pas terrible. Il est évalué à 8 millions d'euros. Sa valeur marchande ne bouge pas, voilà. Mais... je trouve que 8 millions d'euros pour ce qu'il propose, c'est déjà énorme. On va passer au milieu de terrain. On a fini avec nos petits défenseurs et on va commencer par cet enfoiré de Youssouf Fofana, les amis. Parlons de Youssouf Fofana. Il est nul. Mais nul à chier, mais c'est un truc de malade, frère. Même à son poste, il joue mal. Et le mec, il veut faire l'offensif en essayant de marquer. Mais il n'y arrive pas. Il envoie tout en tribune avec ses grosses Timberland au pied. En gros, le mec à son poste, il est pas bon. Et quand il est pas à son poste, il est pas bon non plus. Voilà, bref, c'est tout ce que ça veut dire. Sa valeur marchande, elle a pas trop chuté. Elle est passée de 30 millions à 28 millions. Je vois pas comment c'est possible, techniquement. Quand on fait des prestations pareilles, franchement, il devrait avoir perdu au moins la moitié de sa valeur marchande. Le mec, il s'emporte. Mais c'est calamiteux ce qu'il fait. Un nombre de ballons perdus énorme, astronomique. 3 jaunes en 13 matchs. Si je dis pas de conneries, à moins que ça ait encore évolué. 23% de duels remportés pour un milieu défensif. C'est affolant, 23%. Genre, non, il faut vendre ce mec. Faut vendre ce mec. Faut l'envoyer jouer avec Vitality. Il n'a rien à faire dans le monde du foot. Faut vraiment, on le vend ou on le bench et on installe Yachari à sa place. On en reviendra d'ailleurs après. Mais là, c'est inquiétant, quoi. Quand Fofana, je veux dire, non, là, c'est terrible. C'est terrible. Et les gens qui me suivent sur TikTok savent ô combien il prend cher dans la gueule à chaque débrief. Non, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Voilà, Fofana, c'est nul. Depuis le début de saison, c'est terrifiant. Voilà. Je suis déçu, mais de malade. De malade. Samuel Ricci, même poste que l'autre Guignol. Il le fracasse dans tous les stats, à l'exception peut-être des passes clés. 74% des duels gagnés notamment, hein, ce qui est déjà quand même plutôt pas mal, à l'inverse des 23% de Fofana. Et le tout avec quand même la moitié moins de minutes jouées. On parle. Alors oui, forcément, quand on joue moins de minutes, évidemment, c'est plus facile de faire des stats. Hein. Quand tu joues pas beaucoup et que tu fais des belles prestations, forcément tes stats elles augmentent. Cela dit, il y a quand même une différence de niveau quand tu compares les deux. Voilà, 12 matchs, 1 but, 2 passes D, 3 matchs sur le banc. Il n'a pas joué énormément de matchs complets, seulement 4, et pourtant il le fracasse. Il vaut aujourd'hui 25 millions. Donc ouais, je suis plutôt satisfait de ce que propose Ricci dans l'ensemble, en cette première moitié de saison. Néanmoins, c'est pas le Ricci du Torino. Je sais qu'il peut faire plus, donc ouais, je suis un petit peu déçu, parce que j'attends beaucoup de lui, en fait. Mais ça fonctionne bien même, et c'est une très bonne recrue quoi qu'il arrive, surtout au prix qu'on l'a acheté. C'est super, c'est un Italien, il est jeune, il a beaucoup de choses à montrer, et je pense que c'est un grand milieu en devenir. Il faut juste lui laisser du temps. Je sais qu'il est capable, on le voit, mais voilà, un petit peu déçu quand même sur certains points, mais globalement dans l'ensemble, je suis vraiment pas mécontent de Ricci. Ardon Yachari. Voilà, nous y sommes. On a fait chier Bruges pour un mec qui ne joue pas. Jamais titulaire en Serie A. Jamais. Genre, jamais. Y a rien à dire, c'est un truc de ouf. C'est même pas une blague. Genre, le frérot ne joue pas. Bon, après, il a quand même été blessé une bonne partie du temps. Mais ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud. 0 fois dans le 11 de départ. Bon, une fois en Supercoppa, une fois en Coppa Italia, en tant que titulaire, hein, j'entends évidemment. Mais bon, voilà, il a été bench quand même tous les matchs de la saison. Il en a raté 8.
à cause de sa fracture du péroné. Cependant, ses rares prestations, elles ont quand même des très très bonnes. C'est un super joueur, très efficace au milieu, un peu similaire à Richie, donc qui tabasse évidemment Fofana quoi qu'il arrive, mais un Richie un peu plus solide quand même, dans le sens où il est costaud, il le monte sur le terrain, il s'impose, et ça se voit. J'espère le voir un plus souvent la deuxième moitié de saison, parce que il présente, ce qu'il présente c'est très bon, voilà. C'est cool, c'est un bon joueur, un beau joueur, c'est un joueur à suivre honnêtement. Et encore les murs qui s'effondrent. On rappelle qu'il est évalué aujourd'hui à 32 millions d'euros, et puis qu'il est encore jeune et qu'il a beaucoup de choses à nous dévoiler, et c'est un super joueur. Luka Modric, ah bah là, quel joueur. En fait, je vais dire 3 choses sur lui. 3 lignes. On connaît tous Luka Modric. C'est une légende, peut-être l'un des meilleurs milieux de l'histoire du football. Et ce qu'il apporte à Milan, c'est du jamais vu. Quel joueur! Il est important et il est même primordial dans chaque match. 15 matchs joués, un but, 2 passes D. À 40 ans, le mec, il a joué tous les matchs de Serie A possibles. On était là, on était des fous quand je disais ça m'étonnerait qu'il joue tous les matchs, il va pas jouer tout le temps et tout, il est trop vieux, machin. On était des malades. Ce qu'il propose là depuis qu'il est là, enfin c'est monstrueux, c'est titanesque. Donc non, Modric c'est la recrue du siècle. Enfin j'abuse un peu, mais non, à 40 ans il nous propose un truc de malade, et son apport sur le terrain et ce qu'il peut apprendre aux jeunes, notamment comme Richie et Yachari, c'est énorme, on se rend pas compte de la pépite qu'on a, et voilà, c'est un sauveur. Franchement au milieu de terrain il régale. Et il y en a un autre qui régale, c'est Adrien Rabiot, messieurs dames. Début de saison magistral. Voilà, il fait un bien fou au milieu. Et c'est l'association avec Modric. Alors là, c'est un truc que Milan n'avait pas vu depuis bien trop longtemps. Je comprends pas, je n'ai jamais compris les gens qui crachaient sur Rabiot. Surtout à son arrivée à Milan. J'ai vu passer des trucs, des gens. Ouais, vous êtes content de l'arrivée de Rabiot à Milan, machin. Mais oui. En fait, le problème c'est que c'est pas Rabiot que vous aimez pas, c'est sa daronne. C'est le comportement qu'ils peuvent avoir à deux et le bordel qu'ils peuvent foutre au club. Mais sportivement parlant, ce mec, c'est génial. On l'a eu pour 7 millions d'euros, c'est un braquage. Un but, une passe D, il est évalué à 20 millions d'euros, donc un petit peu en perte. Mais le duo avec Modric, il se complète plutôt pas mal. Là où Modric, il apporte un peu moins offensivement, c'est Rabiot qui s'en charge. Il est partout. Il est tout le temps là, il repositionne sur le terrain. Voilà, non, ce mec est primordial au club. J'espère qu'il va rester longtemps, parce que non, il nous propose vraiment du sacré jeu depuis le départ. Et ok, on a perdu Reinders, mais honnêtement, ce qu'on a fait avec l'argent de Reinders, t'as ramené Modric, t'as ramené Richie, t'as ramené Yachari, t'as ramené Rabiot, et t'as juste vendu un joueur. Et on arrive à faire 100 Reinders. Je me doutais qu'on pouvait faire 100 Reinders. J'avais du mal à l'accepter, mais je m'en doutais un petit peu. Et au final, on voit comment Reinders se comporte à City. Finalement, on a plutôt fait une affaire. Très honnêtement. Et Adrien Rabiot en est la preuve. Loftus-Cheek, pas grand chose à dire sur lui. Il est meilleur que la saison passée déjà. Bon, il joue pas souvent non plus, mais les fois où il joue, il montre de bonnes choses, un petit peu comme Yachari. Voilà, ça fait plaisir à voir. J'ai un peu plus confiance en lui que l'année dernière quand même. On a l'impression de retrouver le Ruben d'il y a 2 ans. C'est bon signe, voilà, honnêtement. Autant au niveau des duels et de la possession, c'est pas ça. Autant les passes clés, il sait s'y prendre. Donc non, il est plutôt utile. 14 matchs joués, rarement titulaire dès le départ, dans seulement 40% des cas, un peu moins de la moitié du temps. Un but, une passe D, il est évalué à 10 millions d'euros. Voilà, pas grand chose à dire sur Ruben Loftus-Cheek. C'est correct. Raphaël Leao, ça y est, nous y est. Le danger vient principalement de lui, alors que ça fait quand même depuis le début de saison qu'il n'est pas en très grande forme. 10 matchs joués, seulement dans le 11 de départ, 53% du temps. Mais quand même 5 buts et une passe D en Serie A, et un but en Coppa Italia en 2 matchs. Voilà, un ratio plutôt correct, 6e but de la saison, donc bon. Après évidemment, quand tu compare à des buteurs qui te mettent des trucs de malade, qui arrivé octobre, ils avaient déjà 20 buts. Voilà, c'est pas comparable. Mais Rabiot,
Leao s'en sort plutôt pas mal, et même pas très en forme, il reste un excellent joueur qui, rappelons-le, ne joue pas à son poste non plus, hein, mais qui joue buteur au lieu de ailier. Il y a quand même une différence. Il est évalué aujourd'hui à 70 millions d'euros, et à titre de comparaison, si jamais vous voulez, pour les gens qui... Peut-être qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui ne supportent pas Milan et qui, voilà, hein, veulent se renseigner. En comparaison, Eze, qui est en train d'exploser ces derniers temps, conserve des stats quand même moins bonnes que Leao dans l'ensemble, la majorité, quasiment toutes les stats, avec 300 minutes de plus. Quand même. C'est-à-dire qu'un Leao, pas en forme, qui a joué 300 minutes de moins qu'un joueur qui est en train de faire, enfin, qui est quand même en train de monter en puissance, ça montre le niveau quand même de Leao à l'heure actuelle. Et à son prime, ce qu'il pourrait encore faire, magnifique. Maintenant, parlons de l'homme fort de cette équipe. Le seul et l'unique, we are Christian Pulisic. Voilà, le danger en question, voilà. Celui qui rafle tout depuis qu'il est arrivé au club. 10 matchs en Serie A, 7 buts, 2 passes D, 3 matchs en Coppa Italia, 2 buts. Voilà, non, c'est carré, hein, 9 buts au total cette saison, c'est propre, c'est très très propre. On peut le comparer avec Leao, puisque c'est tous les deux ailiers qui sont repositionnés en buteur. Et avec cette comparaison, on se rend compte que Leao est déjà énorme, mais que Pulisic au niveau des stats est immense. Bon, après évidemment, faut pas comparer tout le temps les stats, hein, c'est tout ce que je raconte à chaque fois. Les stats c'est bien, mais le terrain c'est mieux. Et Pulisic monte sur le terrain qui est exceptionnel. Donc finalement, je suis en mesure de parler. Pulisic, au niveau des stats, détruit Leao sur tous les plans, sauf les dribbles. Voilà, ça c'est les stats qui le disent, c'est pas moi. En bref, c'est l'affaire du siècle. L'avoir signé il y a 2 ans, 3 ans, je sais même plus maintenant. C'était 3 ans je crois. Bah, c'était la meilleure affaire. Il montre encore cette saison qu'il est exceptionnel, il est évalué à 60 millions, soit le double de son prix de quand il est arrivé chez nous, en 2023. Et d'ailleurs, je n'ai pas l'info, et donc je vais aller la chercher de ce pas. Je veux savoir, de façon générale, sa valeur marchande la plus élevée, quand est-ce qu'il l'a atteint, et s'il l'atteint, est-ce que c'est chez nous ou pas ? J'aurais tendance à dire que oui, au vu de ce qu'il propose à l'heure actuelle, mais j'ai un petit doute, donc on va regarder immédiatement. Voilà, exactement. 60 millions d'euros, c'est sa valeur actuelle, la valeur marchande la plus haute qu'il n'ait jamais eue. Bon, il a atteint aussi cette valeur de 60 millions à Chelsea en 2019 quand il est arrivé. Voilà, quand il a signé à Chelsea 60 millions d'euros. Et après, il a énormément perdu. Et juste avant que Milan vienne le chercher, il était évalué à 25 millions d'euros, ce qui était que dalle. Maintenant, il est de nouveau évalué à 60 millions d'euros. Donc, comme quoi, hein, voilà, c'est très très fort. C'est très très fort, Pulisic. J'en suis ravi. Passons désormais au buteur, Santiago Rimerguez. Aïe. El Bébot qui ne bébote plus. Voilà, c'était un monstre au Feyenoord qui n'arrive pas à s'imposer chez nous depuis 1 an maintenant, puisqu'il est arrivé au mercato hivernal de l'année dernière. Évalué à 50 millions en 2023, il en vaut aujourd'hui plus que 20. Voilà, 9 matchs en Serie A, 1 but dont un tapin. Et en Coppa Italia, c'est 2 matchs et 1 but et une passe D. Des stats qui sont vraiment bof pour un buteur qui détruisait tout en Eredivisie. J'ai regardé par curiosité son graphique DataMB, parce que je me suis dit ça doit être quelque chose quand même. Pour un buteur qui ne marque pas, qui ne fait rien sur le terrain, son graphique doit être terrifiant. Et oui, c'est le cas, c'est affolant. Voilà, un taux de conversion tir-but de 0,4%. 0,4%. Même pas 1%. Même pas un demi%. C'est terrifiant. Pour vous dire, il a des stats qui sont similaires à Dalinga ou à Massoura. Et quand on est attaquant de Milan, on n'est pas censé avoir ces stats-là. Non, c'est chaud. Très déçu de lui en ce début de saison. Et voilà, j'attends toujours qu'il s'éveille, mais ouais, ça m'a l'air cuit. De toute façon, il va pas rejouer avant un petit moment, puisqu'il a été opéré là, la semaine dernière. J'ai vu une vidéo de lui hier ou ce matin, je ne sais plus, en béquille justement. Donc voilà, pour tous ceux qui disaient que c'était de la simulation et qu'il avait juste pas envie de jouer, bah, ça prouve que non, qu'il y avait bel et bien une blessure. Mais Jiménez nous avait dit comme quoi voilà, il ne jouait pas à son meilleur niveau parce qu'il était blessé depuis le début de saison, qu'il avait mal à la cheville et qu'il fallait qu'il subisse une opération. Opération subie, on va attendre, il va pas jouer pendant un petit moment, mais j'espère que quand il rejouera, ce sera le Jiménez de Feyenoord. Christopher Nkunku, qui est le dernier joueur dont on va parler, pareil que Jiménez, voilà. On s'est fait scam 35 millions d'euros, 11 matchs, 2 buts, 1 but en Coppa Italia,
et toujours face à des petits clubs. Voilà. Il ne vaut plus que 32 millions d'euros, loin derrière les 80 millions de 2022. Et niveau stats, c'est comparable à Højlund de l'année dernière. Non, pas le Højlund de cette année, à Naples. Non, celui de l'année dernière. Donc de la merde, concrètement. Voilà. Très déçu de Nkunku. Mais bon, à voir la suite de la saison. Mais voilà, pour l'instant, ça ne marque pas. Et ce qui est dommage, c'est que nos buteurs ne marquent pas. Et ça, c'est leur boulot. Pourtant. On en a terminé sur la petite analyse donc de nos joueurs, ce que j'en pense. Maintenant, faisons une petite analyse rapide, on va dire, de ce que je pense de ce début de saison de façon générale pour l'ensemble. Je connais l'ensemble du club. Alors, nous sommes à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, à laquelle je tourne, le 3 janvier. Le mercato hivernal a donc commencé. Et notre première signature est Niklas Füllkrug. Niklas Füllkrug qui a le même nombre de buts que Jiménez et Nkunku. C'est-à-dire 0. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. On recrute un mec qui ne marque pas. Après, bon, Pulisic avait du mal avec Chelsea. Il est venu à Milan, il a tout niqué. Olivier Giroud, buteur, un petit peu comparable à Füllkrug, un buteur expérimenté, un petit peu âgé, qui n'est pas non plus proche de la retraite, mais qui a quand même plus beaucoup d'années devant lui, a du mal avec West Ham et vient à Milan. Giroud avait du mal aussi de son côté quand il est parti. Il a tout raflé à Milan. Peut-être que Füllkrug n'a juste besoin, on va dire, de changer d'air, d'être avec de meilleurs coéquipiers, parce que quand même, avoir un milieu composé de Rabiot, Modric, avec des mecs comme Leao, Pulisic et tout dans l'équipe, c'est peut-être un peu plus facile de marquer que quand on est épaulé par les mecs de West Ham qui sont dans les derniers du championnat. Bon, à voir ce que ça peut donner. Il a joué hier face à Cagliari. Bon, je vais rien dire parce que voilà, il s'est rien passé. Voilà. Concrètement, il n'a pas joué beaucoup, il s'est rien passé. J'ai pas envie de faire le mec qui dit il pue la merde. Il a joué quelques minutes. C'est pas assez pour se faire un avis. Donc je ne dirai rien. Voilà. À voir le prochain match, comment ça pourra se passer. À voir si est-ce qu'il sera titulaire lors du prochain match de Serie A. Serie A, nous sommes à l'heure actuelle premiers. Voilà, avec un match d'avance sur quasiment l'ensemble du top 3. La Roma a le même nombre de matchs que nous, et est 4ème, il reste donc Naples et l'Inter à jouer. L'Inter qui ont 36 points, nous en avons 38 à l'heure actuelle. L'Inter a un match de retard, c'est-à-dire que s'ils gagnent ce match, évidemment, ils passeront en tête du championnat. Pour l'instant, on est premier. Si Naples gagne, ils ne passeront pas en tête. Donc, tranquille. Et ils ne passeront pas deuxième non plus. On restera deuxième. Donc pour l'instant, on s'en sort plutôt pas mal. On va pas se mentir. On est à un match perdu depuis le début du championnat. Un match perdu. Dans l'ensemble, on est les seuls à avoir perdu si peu de matchs. Voilà, un seul. C'était face à Cremonese, c'était le premier match de la saison. L'Inter en ont perdu 4, Naples en ont perdu 4, la Roma en ont perdu 6, la Juve en ont perdu 3, Comme en a perdu 3. Et après, voilà, des équipes comme notamment les dernières. Le Genoa en ont perdu 9. Vérone en a perdu 8. Pise en a perdu 8. Et la Fio en ont perdu 10. Voilà, nous en avons perdu un seul. On ne fait pas mieux à l'heure actuelle. On est à 5 matchs nuls. C'est vrai, mais on est quand même à 11 matchs gagnés. À la même époque, la saison dernière, donc avec l'ère Conceição, l'ère Fonseca, etc., je crois qu'à la même époque, on était pas loin de la 7ème place. Si je dis pas de conneries. À peu près. J'ai pas les stats à l'heure actuelle. J'aurais bien voulu essayer de trouver, justement, parce qu'on était placé à l'année dernière à... Merde.
cette même période, voilà, on est à J17, et j'aurais bien voulu voir à J17 l'année dernière où est-ce qu'on était. Je n'arrive pas à trouver, et puis j'ai la flemme de chercher, mais en gros l'année dernière on n'était clairement pas premier. Hein. Là on l'est. Le style de jeu d'Allegri pue la merde. Ça, c'est une nouvelle pour personne, on le savait dès le départ de toute manière quand il allait venir, qu'on allait redécouvrir le football ennuyant. Ça, c'est sûr. C'est un football où quand on arrive à mettre un but, ou quand on s'en prend un et qu'on a déjà un but demi, donc qu'on fait match nul, Allegri fait rentrer le plus de défenseurs et le plus de milieux de terrain possible. C'est du haramball. Voilà, du haramball en personne. C'est lui l'inventeur, de toute manière. C'est un style de jeu où on se dit qu'à partir du moment où on met un but, que l'équipe adverse égalise, on sait pertinemment qu'on va rien faire pour aller en remettre un et qu'on va juste attendre de pas s'en prendre un deuxième. Donc c'est ennuyant. On préfère viser le match nul plutôt qu'essayer de viser la victoire. Bon, c'est un choix. En attendant, pour l'instant, on est premier du championnat, avec 5 matchs nuls. On arrive à faire des belles prestations face aux grosses équipes. On l'a vu, l'Inter, Naples, la Roma... la Juve, on a fait un match qui était nul sur tous les points. On s'est fait chier pendant 90 minutes, je crois qu'on avait fait 0-0. Et voilà, j'attends avec impatience le match face à Côme, parce que Côme est une équipe qui monte et qui montre vraiment de très belles choses. Et j'attends, voilà, avec impatience de voir ce qu'on va faire face à eux, parce que c'est une équipe qui m'intrigue. Voilà, je suis intrigué. Je ne sais pas ce qui va se passer. Le prochain match, c'est face au Genoa. Le prochain match ensuite c'est face à la Fiorentina. On ne peut pas perdre face à la Fiorentina, ils sont derniers, ils ont perdu tous leurs matchs, on ne peut pas perdre face à eux. Et après c'est Côme. Bon, on a encore un petit peu de temps, c'est le 15 janvier, Côme. On a du temps. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire. Donc c'est un style de jeu qui est un petit peu emmerdant, mais qui fonctionne globalement. C'est un style de jeu qui permet de peut-être mettre en confiance un petit peu plus nos défenseurs, notamment, comme j'expliquais tout à l'heure, nos Pavlovic, nos Tomori, nos Gabia, qui peut-être à 3 s'en sortent mieux que quand ils étaient à 2 avec des latéraux comme Calabria et comme Théo Hernandez, notamment la saison passée. Je pense qu'on pourrait difficilement revenir à 4 défenseurs, on pourrait, en mettant Estupiñán, qui serait d'ailleurs peut-être meilleur à son poste, et en mettant Barthézaghi à droite. Ça pourrait fonctionner. Cependant, est-ce que la confiance que Tomori et que Pavlovic ont récupérée pourrait toujours tenir s'ils étaient à 2 ? Ça, j'en sais rien. J'en doute, mais ça pourrait se faire. Là où je suis mécontent, non, déjà là où je suis encore content, c'est au milieu. Ça fonctionne bien, parce que ça permet d'installer Rabiot, ça permet d'installer Modric, ça permet d'installer Ricci, ça permet de mettre Alexis Selmakers. Ça permet de faire tourner en mettant Yachari. Ça permet de faire tourner en mettant Loftus-Cheek. Il y a plein de compos qui sont possibles. On peut jouer avec un mec un peu plus offensif. On pourrait éventuellement repositionner Pulisic en milieu offensif et mettre Leao devant. Avec Jiménez ou Nkunku par exemple. Comme ça, tu as 3 joueurs offensifs. Tu mets Modric, Rabiot avec Pulisic en milieu un peu plus offensif. Ça pourrait fonctionner. Un Pulisic en 10, pourquoi pas. Il y a des trucs à faire. Le fait qu'on ait 5 milieux, ça nous laisse un choix des possibles qui est vraiment pas mal. Et tu pourrais même, si Allegri, il veut à tout prix jouer la sécurité, tu pourrais même faire rentrer un mec comme justement Ricci ou Yachari, et surtout pas Fofana, mais un mec un peu plus défensif pour justement le faire jouer un peu plus bas et aider la défense. Tu te retrouverais avec 4 mecs au milieu, ce qui est toujours plutôt pas mal, et un mec un petit peu plus bas pour aider tes 3 défenseurs. Donc là-dessus, ça fonctionne bien. Là où on a un problème, c'est l'attaque. Et c'est ça qui pêche depuis le début de saison et qui explique pourquoi à chaque fois on ne gagne que par un but. Ou par 2 buts et on s'en est pris un, tu vois. À chaque fois on gagne de pas beaucoup et on se fait chier, on met un but et puis ça y est, c'est fini. Donc c'est un style de jeu qui est nul, mais un style de jeu qui fonctionne. Bon. Là où ça pose problème, donc, c'est le fait que on n'ait pas de buteur en tant que tel, que nos attaquants se résument donc à Pulisic et à Leao, qui ne sont pas des buteurs, mais qui font l'affaire. Ça, on va pas se cacher, mais on voit bien qu'ils sont bridés dans leur jeu, et c'est dommage. Le fait d'avoir amené Füllkrug, ça nous ramène un vrai attaquant. Bon, j'aurais pas choisi lui, hein, on va pas se mentir, mais vas-y, au moins on a un vrai attaquant. À voir ce que ça peut donner.
Jiménez et Nkunku ne font pas l'affaire, voilà, et ça c'est triste, ce qui oblige nos ailiers à jouer devant, parce que de toute manière on n'a pas d'autre choix. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que voilà, ils jouent pas à leur poste, ils ne jouent pas dans de bonnes conditions, ils arrivent quand même à faire de bonnes choses, mais ils pourraient être tellement meilleurs si on rejouait sur les ailes. Et pour moi, je pense que il faudrait qu'on passe au 3-4-3 pour la deuxième moitié de saison. Voilà. Pourquoi 3-4-3 ? Parce que tu peux toujours avoir ta défense à 3 avec ton Pavlovic, ton Tomori et ton Gabia. Tu peux même faire venir De Winter de temps en temps, etc. Il n'y a pas de problème. Voire même Odogu d'ailleurs, qu'on n'a toujours pas vu. Enfin, si qu'on a vu, mais genre quelques minutes. Et tu peux donc avoir un milieu à 4 ou un milieu à 5, ce qui est quand même plutôt pas mal non plus. Tu te mets Estupiñán à gauche, enfin Barthez-Sagui du coup, parce que tu vas pas faire jouer Estupiñán étant donné son niveau, tu mets Barthez-Sagui à gauche, tu mets Selmakers à droite, et au milieu tu mets Rabiot et Modric. Et puis voilà, problème réglé, t'as besoin d'un truc un peu plus défensif, bah tu les sors et tu fous Yachari et Ricci à la place. Par exemple, j'en sais rien. Et ça te permet donc de faire quoi ? De mettre Pulisic en ailier droit, comme il devrait être, Leao en ailier gauche, comme il devrait être, et mettre un buteur devant, un Füllkrug, par exemple. Et là, je pense qu'on tiendrait quelque chose de plutôt pas mal. Mais, c'est que mon avis. Voilà comment j'imagine la suite de la saison, comment j'imaginerais, comment je voudrais, ce serait un 3-4-3, avec cette compo éventuellement qui pourrait plutôt être pas mal. Moi, je pense que ça pourrait fonctionner. Après, c'est que mon avis, c'est pas moi le coach, et je sais pertinemment qu'on va se coltiner le 3-5-2 jusqu'au bout de la saison. Et voilà. Autre chose, et on va terminer sur ça, parce que la vidéo est quand même relativement longue, c'est au niveau des points, des matchs. De façon générale, on a perdu énormément de points, je trouve. Là où les autres gros, comme Naples, comme l'Inter, comme Rome, ont perdu, nous on a fait des matchs nuls. Bon. On a donc un nombre de points qui est un petit peu équivalent parce qu'on a fait beaucoup de nuls et eux n'ont pas perdu beaucoup de matchs. Mais par exemple, je crois que l'Inter n'ont pas fait le moindre match nul, ils ont juste perdu quelques matchs, sinon globalement c'est des victoires. Et moi je pense que c'est ça qui risque de nous coûter la première place à la fin de la saison. Je pense qu'on perd trop de points, on a perdu trop de points bêtement face à des petites équipes. Voilà, Cremonese, la défaite face à Cremonese c'est une anomalie statistique, c'est impossible, on n'aurait pas dû. Là, on devrait avoir 3 points de plus, en fait. Et on aurait 3 points de plus, ce serait pas négligeable, parce que ça fait que le match là qu'on a d'avance sur l'Inter, si l'Inter gagne à leur prochain match, eh ben, on serait toujours premier quoi qu'il arrive. Par exemple. Et il y a plein d'autres anomalies comme ça qu'on a subies, et je trouve que ça n'aurait pas dû arriver. Perdre face à des grosses équipes, ça peut arriver. Voilà, c'est des niveaux qui sont parfois similaires. Voilà. Mais perdre face à des petites équipes, face à des promus, faire des matchs de merde contre Pise, contre Lecce, contre Cremonese, contre Sassuolo, c'est indéfendable. C'est indéfendable. Et c'est ça qui pêche pour moi cette saison et qui m'énerve, c'est qu'en fait on est dans un Milan à l'heure actuelle qui a de bons joueurs comparé à ce qu'on a pu avoir là ces dernières années, qui est dans une bonne situation. On a Allegri qui est un coach d'expérience, on est premier de Serie A. Franchement, au vu de la saison qu'on a fait l'année dernière, c'était catastrophique. Là on est sur une putain de saison, j'ai envie de dire, pour l'instant. Mais le fait qu'on ait perdu des points bêtement face aux petites équipes, je pense que c'est ça qui risque de pêcher pour nous et qui explique que si on prend pas le Scudetto, ça sera pour ces raisons-là. Voilà. Pas parce que on ne tient pas face aux gros, pas parce qu'on peut pas jouer la Ligue des Champions parce qu'on est trop nul ou je sais pas quoi, parce que on fait les couilles molles face à couilles molles. J'ai vraiment inventé le machin, je me suis dit putain c'est pas mal. On fait comme ça face à des petites équipes. On joue tranquille. En fait, on dirait l'équipe de France. On joue tranquille, comme ça, voilà, on se laisse faire. Des fois, on se prend un but, on se dit ah merde, va peut-être falloir qu'on riposte. On riposte, voilà, on en remet un. Et puis une fois qu'on en a mis un, on cherche le match nul, on cherche pas à faire mieux. Pire encore, des fois, voilà, on joue tranquille et tout, on joue bien, on met un but. Et c'est tout. On se dégonfle, on s'en prend un. Et on se dit, faut pas qu'on s'en reprenne un, donc hop, tout le monde derrière. Et ça devrait pas arriver, pas face aux petites équipes. Il faudrait qu'on continue de pousser. Et là, on prendrait peut-être 3 points. Il y a plein de matchs, je pense, que si on n'avait pas fait les cons à remettre tout le monde derrière et à mettre un bus pour empêcher l'autre équipe de gagner, je pense que ça aurait pu marcher. Alors oui, c'est un risque à prendre, parce que peut-être que des fois, au lieu de faire un match nul, tu pourrais perdre.
mais il y a plein de fois où au lieu de faire un match nul, on aurait pu gagner, et ça j'en suis sûr. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était mon petit débrief, mon gros débrief, je vous avais prévenu, de cette moitié de saison. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Peut-être que vous ne serez pas arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, mais voilà. Écoutez, j'espère que cette analyse a été la plus complète possible. Peut-être que vous partagez pas du tout mon avis. En tout cas, si c'est le cas, ou si ce n'est pas le cas, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça, et j'apprécie toujours discuter justement de Milan avec vous, et ça reste toujours de très bons moments. N'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok également, vous savez, je ne mets pas le lien, c'est l'Eurosonero, le même endroit que ici sur TikTok, voilà, avec des petits débriefs, des petites vidéos plus courtes, même si l'essentiel reste toujours ici, et voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, et on va se retrouver très rapidement, pour je ne sais quelle raison, mais on se retrouvera très rapidement, certainement pour annoncer l'arrivée d'un futur joueur, qui sera peut-être un défenseur, nous verrons. Bref, d'ici là, prenez soin de vous, je vous fais des bisous, et je vous dis à très vite.